Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des milliers de femmes sont victimes de violences et d'abus de tout genre. Quelle que soit leur religion, leur culture, leur âge ou leur statut social et professionnel, elles sont nombreuses à vivre cette réalité qui traverse les temps et constitue un frein à leur épanouissement. Mesdames, Messieurs, ce numéro de Droits et Devoirs s'intéresse aux violences faites aux femmes. Quel visage présente le phénomène aujourd'hui ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Irène Adam. Elle est la vice-présidente de l'ONG Calvif, une structure qui accompagne les femmes victimes de violences. Madame Adam, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Georgie, je vous remercie pour l'occasion que vous offrez au Calvif, entendez le Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes, pour parler d'un sujet aussi délicat qu'est la violence faite aux femmes. Et c'est un phénomène qui ronge la majorité des femmes béninoises, à l'instar des femmes du monde entier. Merci. Vous avez déjà commencé d'ailleurs l'entretien. Vous allez nous donner justement la définition quand on parle de violence faite aux femmes. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le phénomène? Je vais donner la définition qui est contenue dans la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Et cette loi définit les violences faites aux femmes comme tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer un préjudice ou des dommages sexuels, moraux, psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation de liberté arbitraire, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Et pour permettre à l'opinion publique de mieux comprendre ce qu'on appelle violence faite aux femmes, je dirais tout simplement que la violence faite aux femmes, c'est un acte posé par une personne qui assujettit la femme à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, et tout cela se fait souvent sous l'effet de la menace. Vous avez parlé tout à l'heure de violence psychologique et autres. Quelles sont les différentes formes de violence? Merci. Et nous avons plusieurs formes de violence, dont les plus courantes sont au nombre de 3. Nous avons la violence physique, qui est la plus visible d'ailleurs. Cela concerne les coups et blessures graves, quand on bastonne la femme à moindre erreur, à moindre geste, on gifle la femme par exemple. Il arrive que des femmes viennent au centre avec des séquelles. Donc là, c'est la violence physique. Mais il y a une autre forme de violence plus grave que nous ne voyons pas, qui n'est pas visible et qui ronge la femme plus que toutes les autres formes de violence. C'est la violence morale ou psychologique. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'actes répétés auxquels la femme est soumise de façon continuelle et qui sont de nature à porter atteinte à ses droits et à ses devoirs. Cela pourrait même lui créer des dommages mentaux et même compromettre son avenir et ses projets de vie. Et il s'agit là des intimidations, les insultes, la marginalisation, le manque d'affection, même l'infidélité de la femme, les comparaisons... L'infidélité de l'homme, de l'homme plutôt, excusez-moi. L'infidélité de l'homme, les comparaisons destructives, le manque d'affection, etc., etc., elles sont nombreuses, sont autant de situations que vivent les femmes. Et si rien n'est fait, elles risquent de sombrer dans la dépression. Et c'est la forme la plus grave de la violence faite aux femmes.
En dehors de ça, nous avons la violence économique. La violence économique, c'est quand l'homme use son pouvoir pour empêcher la femme de jouir de ses droits socio-économiques. Par exemple, quand le mari empêche la femme de mener une activité génératrice de revenus, ou bien dès qu'il constate que la femme, en menant une activité génératrice de revenus, commence à prospérer, elle met tout en œuvre, toute une stratégie en œuvre bien réfléchie pour commencer à lui soutirer ses revenus et l'appauvrir, et juste pour pouvoir toujours l'avoir à sa solde. Donc ça, c'est la violence économique. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, j'étais dans un taxi. On était 3 derrière et le taximan avec un autre monsieur à côté. Ils étaient en train de parler de leur famille, certainement ils se connaissaient. Nous, on était là, on suivait tranquillement. Arrivé à un moment donné, le taximan dit, moi, en tout cas, moi, quand je constate que ma femme commence à prospérer dans son commerce là, je fais tout pour lui prendre les sous. Je lui prête les sous et elle se retrouve à 0 d'abord. Et je lui viens, oui, et c'est moi encore qui lui viens en aide. Et je lui trouve un peu d'argent. Quand elle commence encore à prospérer, je fais tout encore pour lui soutirer les sous. Et puis sinon, elle ne va jamais me respecter. Quel vilain plaisir. Ouais. Le jour-là, nous, les femmes qui étions derrière, on était choquées. Vraiment, on ne savait, on était dépassés. On a commencé à le charger, à le sensibiliser. S'il y a des hommes comme ce taximan-là, ils sont nombreux et courent les rues. Donc, vous voyez que le verre est dans le fruit. Vraiment. L'homme avec qui vous vous êtes dit, je t'aime. Je t'aime. Et voilà comment il ne veut jamais que tu évolues. Alors il ne veut jamais ton épanouissement socio-économique. Vraiment. Voilà donc les quelques formes, je dirais, de violences faites aux femmes. Alors, Madame Adam, les violences faites aux femmes, c'est un phénomène qui date, disons, de très longtemps et s'observe un peu partout dans le monde. Dites-nous, aujourd'hui au Bénin, quelle est l'ampleur du phénomène? Merci, Madame Georgie. Et il y a le ministère de la Famille, des Affaires sociales et de la solidarité nationale des handicapés et des personnes de 3e âge qui a commandité. Ce ministère est devenu aujourd'hui d'ailleurs le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui a commandité une étude qui a montré que sur environ 52% de la population que constituent les femmes, il y a 69% qui ont déjà subi une fois la violence. Et sur ces 69%, il y a 52,5%, c'est-à-dire plus de la moitié des 69% qui ont déjà subi une fois au moins dans leur vie la violence morale ou physique. Donc, au regard de ces chiffres-là montrent justement l'ampleur du phénomène, que le phénomène existe. Et je voudrais ajouter que ces chiffres ne prennent même pas en compte les femmes qui vivent le phénomène et qui ne savent même pas qu'elles le vivent et qui l'apprécient d'une autre manière. C'est parce que mon mari m'aime, qu'il me traite de cette manière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces chiffres-là ne prennent même pas en compte ces femmes-là. Ça veut dire que le phénomène est sévi et qu'il faut faire quelque chose. Justement, le phénomène sévit et il faut faire quelque chose. Nous savons qu'il y a des lois qui, justement, répriment et qui sensibilisent sur ce phénomène-là. Que pensez-vous de l'arsenal juridique? À mon avis, l'arsenal juridique est très bien fourni pour ce qui concerne les violences faites aux femmes. Et j'ai cité tout à l'heure la loi numéro 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Et je pense également qu'il y a une volonté politique forte qui accompagne tout cela. Quand vous prenez le programme d'action du gouvernement 2016-2021, il y a bien un pilier, renforcement des conditions de vie et amélioration des services sociaux de base et protection sociale qui parle de l'autonomisation de la femme et de la formation des jeunes filles.
Je pense que le gouvernement a su toucher le nœud même du problème. Parce que quand on parle de violence, pourquoi le phénomène continue de sévir? C'est parce que la femme n'est pas autonome. Pour le cas de la violence conjugale, par exemple, c'est peut-être le mari qui est tout pour la femme. Donc, quand elle subit, elle a peur de dénoncer pour ne pas perdre son soutien financier, je ne sais quoi encore. Quand on prend le cas des agressions à caractère sexuel, c'est peut-être les agresseurs dans ce domaine sont souvent des inconnus. C'est peut-être le cousin, l'ami à papa, et le collègue, tout ça là. Donc, dont on jouit de certains avantages. Donc, on a peur de dénoncer pour ne pas perdre ces avantages-là. Donc, c'est pour cela que il faut vraiment, et je disais tout à l'heure que le PAG a su toucher le nœud du problème parce que quand les femmes seront autonomes, quand ils seront bien sensibilisés sur leurs droits et devoirs, je pense que le problème serait réglé à la source. Ce qui nous reste maintenant, nous, organisations de la société civile, c'est d'accompagner le gouvernement. Si au niveau de la loi, on pense qu'il n'y a pas, il y a des points qui n'ont pas été abordés, c'est à nous, société civile, maintenant de proposer plutôt des programmes, des projets pour appuyer le gouvernement afin qu'en synergie, État et société civile puissent travailler pour une lutte efficace. Et justement, vous avez dit, il revient à la société civile d'accompagner le gouvernement. Oui. Qu'est-ce que la société civile, justement, dans ce cas, peut faire pour accompagner le gouvernement? Moi, je pense que la société civile doit tout d'abord travailler pour l'autonomisation des femmes. Parce que quand on prend le PAGI, c'est vrai qu'on a parlé d'autonomisation des femmes, mais il n'y a pas un point spécifique, comme c'est le cas pour les objectifs de développement durable. L'objectif de développement durable numéro 5 prend en compte les violences faites aux femmes. Il n'y a pas un point spécifique par rapport aux violences faites aux femmes. Donc, il va falloir que nous, organisations de la société civile, on élabore des programmes, des projets à soumettre au gouvernement pour que tous ces aspects-là soient pris en compte, pour que plus de priorité soit accordée aux violences faites aux femmes. Il va falloir également qu'on sensibilise sur le terrain, qu'on quitte les villes, qu'on aille au fin fond dans nos campagnes pour sensibiliser les femmes et les filles sur leurs droits et devoirs. Il va falloir également qu'on facilite les dénonciations, qu'on ait une ligne verte. Par exemple, le CALVIF a une ligne, mais qui est payante. C'est le 60 89 48 48. Qu'on ait une ligne verte pour permettre aux femmes de porter plainte. Et également, il va falloir qu'on mette en place, qu'on ait un système de sécurisation des victimes qui puisse leur garantir la sécurité avant, pendant et après la plainte. Parce que c'est pas ça, elles analysent toutes les conséquences qui vont surgir après la plainte aussi. Cela les amène aussi à être réticentes. Donc, ça veut dire, au regard de tout ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'il y a un problème d'ination de part et d'autre. Est-ce que cette ination, c'est elle qui explique la persistance du phénomène? Bon, on ne dira pas plutôt qu'il y a une action à 100%. Non, il y a des actions qui se mènent sur le terrain, c'est visible, mais il y a quand même des choses qu'on doit faire, qu'on ne fait pas encore. Oui, oui. Est-ce que c'est à cause c'est parce que ces choses-là ne sont pas faites sur le terrain qu'on constate que le phénomène persiste? Oui, le phénomène persiste parce qu'il y a les tests qui ne sont pas respectés. Il faut le dire, comme dans tous les domaines dans notre pays, les tests ne sont pas respectés. On élabore de très beaux tests, mais leur mise en œuvre reste un véritable problème. C'est le cas aussi pour ce qui concerne les violences faites aux femmes.
Maintenant, par rapport aux causes de la persistance du phénomène, je vais aborder ça sous deux aspects. Je vais prendre d'abord l'aspect violence conjugale. La violence conjugale continue de persister parce que les parents, qui doivent être le premier soutien de leur fille, encouragent d'une certaine manière le phénomène. Quand il y a violence dans un foyer, c'est toujours la femme qui est culpabilisée. On ne trouve jamais de tort à l'homme. On va même jusqu'à dire, bon, tu t'es mal comporté, ton mari t'a frappé, maintenant tu viens dire quoi? Et de l'autre côté, c'est la femme aussi a peur de porter plainte contre son mari parce que c'est lui, je l'ai dit tantôt, c'est lui qui lui fait tout. Maintenant, s'il va porter plainte, il n'est pas autonome financièrement. Comment elle va se prendre en charge? Donc, il y a tout ça là qui fait que les femmes sont réticentes à porter plainte. Et j'ai parlé tout à l'heure de la famille qui est plus préoccupée par le fait que la femme vive dans son foyer que ce qu'elle subit. Tant que les coups et blessures graves n'occasionnent pas la mort de leur fille, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas encore grave. Tant que la femme n'est pas étouffée par la violence psychologique et se suicide, parce qu'il arrive que des femmes se suicident à cause des violences. Il n'y a pas péril en la demeure. Donc, je me rappelle, il y avait un temps une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux dans une localité dont je tais le nom, où c'est les parents même, après que le mari soit allé porter plainte contre leur fille, ont levé la chicotte sur la dame et l'ont battue proprement. Dans ces conditions, que voulez-vous? À quel résultat pouvons-nous nous attendre? Voilà autant d'obstacles qui empêchent la femme. Et les rares femmes, j'allais dire, tantôt les rares femmes qui décident d'aller porter plainte là, c'est au niveau du système judiciaire qu'elles sont confrontées à tous les problèmes. Je me rappelle, j'ai amené une dame une fois au tribunal et c'est après avoir échangé avec le juge, c'est le jour là qu'elle a décidé d'abandonner le dossier. Elle qui était très chaude, tout ça là, parce qu'elle est allée même jusqu'à dire qu'elle est fatiguée de supporter la chicotte, qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'en pouvait plus. C'est le premier jour qu'elle a rencontré le juge qu'elle a décidé d'abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été mal accueillie, le juge lui a mal parlé. Vous savez, ce sont des femmes qui sont faibles psychologiquement, très susceptibles. Merci de m'avoir passé le mot. Donc, il faut savoir les coacher. Voilà. Donc, quand ça ne marche pas de ce côté systématiquement, elle a abandonné le dossier. Et que comme nous, on n'est pas là pour leur imposer notre volonté, nous aussi, on a lâché. Madame, autant d'obstacles qui empêchent la femme de dénoncer quand elle a mal. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les structures qui mènent ces actions-là doivent faire pour faciliter la dénonciation? Je l'ai dit tantôt, c'est surtout la sensibilisation. Il faut sensibiliser et surtout les hommes. Il faut qu'on mène des actions de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national, en allant même dans les fins fonds de notre pays. Il faut sensibiliser surtout les hommes, parce que c'est les femmes qui subissent, surtout les hommes. Et parce que le phénomène, tant que l'homme ne va pas comprendre que la femme qui est à côté d'elle doit être considérée comme sa sœur, comme sa maman, le phénomène continuera de persister. Tant que l'homme ne va pas comprendre que la femme violentée, tant que la population ne va pas comprendre que la femme violentée peut être sa fille, peut être sa femme, la femme qui subit la violence peut être sa maman, et que tout le monde se donne la main pour accompagner la lutte contre le phénomène, ça va toujours persister. Donc, je pense qu'en dehors de la ligne verte qu'il faut mettre en place pour dénoncer le phénomène, il faut sensibiliser hommes et femmes.
Justement, la sensibilisation passe également par la formation. Est-ce que votre ONG a vous, pour prévenir le mal, parce que nous avons ici la loi 2018-703 du 3 août 2018 qui renforce les autres lois, bien sûr, en la matière, qui parle de prévention, prévenir le mal. Est-ce que vous formez les femmes à prévenir ce mal-là? Ok. Les femmes, nous avons un projet que nous appelons le Women's Talk. Le Women's Talk que nous organisons chaque 2 mois. Et nous invitons des spécialistes du domaine pour entretenir les femmes sur diverses thématiques ayant trait aux violences conjugales. Et les 3 premiers numéros que nous avons tournés portent respectivement sur les thèmes violence conjugale et viol, comment agir légalement, la place de la culture dans la lutte pour l'égalité genre et le harcèlement sexuel en milieu professionnel. La loi est-elle du côté des femmes? Voilà autant de thématiques que nous développons pour permettre aux femmes de prendre connaissance de leurs droits et devoirs, pour permettre aux femmes de savoir comment gérer au quotidien les cas de violence faites aux femmes. Et en dehors de ce programme-là, nous sommes de façon permanente en contact avec les victimes pour les soutenir moralement. Justement, parlant des victimes, vous allez nous dire les cas que vous recevez. Comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous leur venez en aide? Merci, Madame Georgie. Et je voudrais rappeler que le CALVIF a ouvert ses portes depuis février 2018 et nous avons déjà reçu plus de 300 cas, dont 90% représentent des cas de violence conjugale et les 10% et les agressions à caractère sexuel. Quand une femme, une victime, arrive chez nous, elle est dans sa période que nous appelons la période d'état de choc. Et c'est là qu'il faut vraiment intervenir. Quand on rate cette période-là, elle peut sombrer dans la dépression. Donc, quand les femmes arrivent chez nous, le premier remède pour les guérir psychologiquement, c'est l'accueil. Et ça commence par le téléphone avant qu'elle n'arrive au centre. Après, nous lui laissons le temps. Si elle n'est pas prête, on ne commence l'intervention proprement dite que lorsque elle est prête pour commencer. Si elle désire pleurer, nous lui donnons du temps, de l'espace pour pleurer suffisamment pour se dégager. Si elle a besoin de se reposer d'abord, nous la mettons à l'aise dans l'une de nos chambres confortables réservées à elle. On leur sert même à manger en cas de besoin. On lui laisse tout le temps pour s'exprimer. Et après cette étape, c'est après cette étape que nous passons à l'intervention proprement dite. Nous les écoutons sans porter de jugement. Nous les déculpabilisons parce que rien et absolument rien ne justifie la violence faite aux femmes. Rien, je dis bien rien et absolument rien ne justifie la violence faite aux femmes. Nous les déculpabilisons. Nous croyons à ce qu'elle dit parce que c'est elle qui a vécu. C'est elle qui a vécu son histoire. Non, nous croyons. Nous l'encourageons à continuer, à s'exprimer. Nous validons ses émotions. Sa colère, si elle est en colère, si elle est révoltée, nous validons, nous lui disons que c'est normal qu'elle soit en colère. Après cette étape maintenant, avec nos psychothérapeutes, nous élaborons un plan de sécurité avec elle pour la sécuriser. Et progressivement, à la prochaine séance, nous passons maintenant à la période que nous appelons la période de réajustement. Pendant cette période maintenant que la victime sent le désir d'oublier
c'est vrai qu'elle ne peut pas oublier, mais elle prend l'initiative maintenant d'oublier ce qui s'est passé et de reprendre une vie normale, de prendre soin d'elle-même. Elle commence à ressentir ce désir-là. Et après cette étape maintenant, nous passons maintenant à la période de réintégration. C'est là, après la période où nous préparons avec elle l'organisation de la vie au quotidien, la réorganisation de sa vie au quotidien. Nous passons maintenant à la période de réintégration où on l'aide progressivement à reprendre sa vie normale, à reprendre son calme normal. Donc voilà comment ça se passe. Et justement, quand elle se retrouve, hein, on résume comme ça, quand elle se retrouve, que deviennent-elles plus tard? Nous ne les laissons pas à leur propre compte. Ce sont des femmes avec lesquelles nous sommes en contact régulièrement, qui nous appellent, que nous appelons, que ce soit nous-mêmes au sein de l'ONG, que ce soit nos psychothérapeutes, nous les appelons, nous travaillons avec elles. Et nous organisons tous les 3 mois une émission que nous appelons Notre vie, notre voix. Notre vie, notre voix. Et cette émission, c'est plutôt notre voix, notre vie, excusez-moi. Cette émission est un espace d'échange entre toutes les femmes survivantes de violences ou non. Ça leur permet de bénéficier de conseils d'autres femmes qui ont subi la violence ou non et de savoir comment se prendre en charge au quotidien face à d'éventuelles agressions. En dehors de ça, nous élaborons des projets pour leur autonomisation. Par exemple, le projet en cours, c'est le projet d'autonomisation des femmes victimes de violences conjugales et d'agressions à caractère sexuel. Ce projet vise à autonomiser les femmes en leur proposant la fabrication du savon liquide. Nous allons mettre en place une unité de production de savon liquide et les recettes issues de la vente pourront leur permettre de s'autonomiser financièrement et même d'appuyer les autres femmes qui se retrouveraient dans la même situation qu'elles ou qui sont déjà dans la même situation qu'elles. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau et merci d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Mesdames, Messieurs, nous sommes au thème de cette émission. Il est à retenir que les violences faites aux femmes continuent de s'observer dans notre pays malgré les lois qui existent et les multiples actions sur le terrain. Un phénomène qui interpelle tout un chacun de nous car selon l'article 8 de notre Constitution et partout d'ailleurs dans le monde, la personne humaine est sacrée et inviolable. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Thank you.